Moi, je suis responsable de la maîtrise d'œuvre des aménagements des espaces publics. Et en fin de compte, on a une tradition, donc à la métropole, on a beaucoup de choses en régie. Et donc, moi, j'ai un bureau d'études qui est assez conséquent, qui est de 56 personnes et qui est réparti sur 7 pôles métiers différents, dont la voirie, l'assainissement, l'eau potable et les espaces verts. Je ne vous parlerai pas des autres parce qu'ils ne seront pas intégrés dans l'intérêt de la présentation d'aujourd'hui. Alors du coup, je vais vous présenter le contexte rennais, le retour d'expérience rennaise, notamment les clés de réussite, bilan et synthèse qu'on en a sorti au bout d'une quinzaine d'années d'expérience, et comment on l'a extrapolé en fin de compte à la prise de compétences à l'échelle de la métropole. Alors le contexte rennais, donc l'agglomération rennaise, c'est 420 000 habitants. Ah, tu peux passer s'il te plaît, Anthony? Ouais, ça y est là? Voilà. C'est 400 000 habitants, dont 205 000 pour la ville-centre. On a une croissance quand même démographique importante sur Rennes, puisque hormis Paris, on est aujourd'hui entre la deuxième et la troisième croissance démographique nationale. On a le statut de la métropole donc depuis le 1er janvier 2015. Au préalable, on était en comité d'agglomération. Les compétences qui ont été transférées, c'est l'eau, l'assainissement et la voirie. Et vous voyez qu'on n'a pas les espaces verts dedans. Les espaces verts sont été de la compétence des communes, ce qui n'est pas forcément très simple dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Et on a acquéri donc la compétence GEMAPI en janvier 2018. L'assainissement, c'est une régie intéressée. Et de manière générale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans la voirie, que ce soit dans l'assainissement ou dans l'eau potable, on est aujourd'hui sous des formes de régie. Et ça, c'est ce qui caractérise vraiment donc la métropole. Après, on est un peu atypique en termes d'organisation. Bien souvent, dans les métropoles, on a des silos métiers. À savoir, vous avez donc dans l'assainissement, vous aurez la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, la gestion et l'exploitation. Sur la métropole, c'est différent. Vous avez d'un côté les services de gestion et d'exploitation, et de l'autre, vous avez les services de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Donc, globalement, la gestion et l'exploitation, donc c'est 143 agents. Si vous regardez la cartographie, donc qui est à droite sur la métropole, c'est 46 communes. Et la particularité, on va dire, de la métropole rennaise, on l'appelle métropole en étoile, c'est qu'en fin de compte, on a beaucoup de vides et de pleins entre chacune des communes. Et si, pour ceux qui connaissent Rennes, Rennes est vraiment encerclée par une rocade, avec une volonté politique de maintenir une ceinture verte, en fin de compte, extra-rocade, ce qui fait que la ville de Rennes se densifie énormément pour faire face aux besoins donc, de construction de logements, puisqu'il y a de plus en plus de gens à vouloir venir habiter en centre-ville. On va pouvoir passer à la deuxième diapo, s'il te plaît, Anthony. Oui, pardon. Anthony? Oui, là, ça y est, non? Non. Il y a un Ah oui, voilà. décalage. D'accord, ok. Donc, la politique pluviale s'inscrit globalement donc, dans une stratégie globale qui a commencé donc, dans les années 88, où en fin de compte, on a restructuré complètement le système d'assainissement de la ville de Rennes, qui est à la fois les réseaux et la station d'épuration, sachant que sur Rennes, on a la Vilaine qui est milieu récepteur, qui est en zone sensible, donc quelque chose de très construit en termes de relais qualitatif. Dans les années donc 98, on a élaboré le premier zonage d'assainissement pluvial avec la philosophie suivante, à savoir que on venait de terminer donc le programme d'investissement donc du schéma directeur, beaucoup d'argent dépensé, et donc la ville de Rennes qui constituait à se développer, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Il y a eu une politique, une philosophie qui a été de dire on va arrêter de renforcer le système d'assainissement et on va donc laisser la ville se densifier en intégrant en fin de compte une maîtrise de l'imperméabilisation des sols. C'est ce qui a donné lieu en fin de compte à cette cartographie que vous voyez en haut à droite. Tout le zonage du centre-ville, qu'on appelait post-centre-ville à l'époque, c'était 90% d'imperméabilisation. Et tout le reste du territoire, on avait imposé 40% donc d'imperméabilisation donc, à l'échelle de la parcelle ou des espaces publics. Alors, on était sur une technique douce de la gestion des eaux pluviales à l'époque. Hein. On était en 98. Donc, sur les parcelles qui étaient déjà qui étaient déjà construites, c'est sur 13 litres par seconde et par hectare. Et puis, sur les quelques territoires qui restaient encore à urbaniser, on était sur du 100 litres par seconde et par hectare. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais c'était déjà, dans ces années-là, quelque chose qui était assez intéressant.
Par la suite, en 2005, on a fait un premier schéma directeur patent de pluie avec 12 déversements par an, donc à respecter sur l'ensemble de nos déversoirs, sachant qu'il fallait qu'on respecte le bon potentiel écologique des eaux. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui était très contraignant. Aujourd'hui, on le referait, je pense qu'on aurait quelque chose de moins contraignant que cela. Après, en 2013, on a fait un premier schéma directeur de mise en séparatif. L'idée étant de dire, le centre-ville de Rennes, c'est un système unitaire. On a beaucoup de développement urbain. On voulait savoir quelles étaient les opportunités à saisir pour passer le système unitaire donc en séparatif sur un rapport coût-efficacité qu'il fallait définir. Donc ça, aujourd'hui, ça nous permet de définir, quand on va refaire un aménagement urbain en centre-ville, une requalification d'une zone urbaine, est-ce qu'on passe ou pas en séparatif. Après, donc, on a commencé à réfléchir donc, en 2017, suite à la prise de compétences, à une planification sur le PLU, le PADD. Attendez, parce que j'ai des choses qui s'affichent sur mon écran. Il y a des messages qui s'affichent, je ne vois plus très bien. Et donc, du coup, donc ça a permis, en fin de compte, de définir, en fin de compte, une trame verte et bleue donc, sur l'ensemble du territoire de la ville d'Arène. Et puis, on a bien entendu adopté nos supports juridiques et réglementaires pour asseoir, en fin de compte, nos prescriptions. Là, vous voyez, donc, c'est le retour d'expérience au travers de fiches qui ont été produites en lien avec l'Agence de l'eau, donc il y a 7-8 ans. L'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, avait souhaité, donc, en fin de compte, identifier donc, sur le Grand Ouest des expériences intéressantes. Alors, sur les conditions de réussite, parce que je pense que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, au-delà de toutes les problématiques techniques qu'on peut aborder, Anthony l'a dit tout à l'heure, le premier levier, c'est la volonté politique. Ça, c'est vraiment la condition clé essentielle pour réussir dans cette thématique-là, même si aujourd'hui, on a de la réglementation, on peut penser que tout ça, c'est dans l'habitude, mais ce n'est pas encore tout à fait vrai. Et donc, là, le duo, on va dire, politique et technique est hyper important donc, pour réussir donc, cette gestion des eaux pluviales. Le deuxième point, bien entendu, il faut que la collectivité soit l'initiateur de ces techniques alternatives sur ces projets. Un, pour impulser une dynamique locale et entraîner derrière tous les partenaires publics ou privés. Et deux, pour acquérir un savoir-faire. Donc là, effectivement, vous avez une petite photo d'un aménagement récent qui se trouve à côté de Rennes, donc qui est sur Saint-Jacques-de-la-Lande, où en fin de compte, on a tenu compte des zones humides, etc., pour pouvoir urbaniser cette zone-là. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Anthony? Oui. Alors, voilà. Alors, deuxième clé de réussite, donc c'est la formation et le savoir-faire. Donc là, quand je parle de formation, c'est une formation qui va être transversale, puisque c'est vraiment la clé de réussite, à mon avis, donc des techniques alternatives. On a commencé, alors peut-être que les nouveaux, les jeunes ne vont pas connaître les personnes que je vais nommer, mais je pense que M. Desbordes ou Jean-Jacques Hérin vont dire, effectivement, c'est des personnes qui ont énormément fait de choses donc, dans ce domaine-là. Moi, j'ai commencé à faire de la formation avec Jean-Daniel Baladès, qui était du CT de Bordeaux, qui était quelqu'un qui était très intéressant, très précurseur donc, sur les techniques alternatives. On s'est rencontrés donc, dans une conférence et lui ai proposé de venir faire une formation à Rennes. Et il m'a dit c'est la première fois que je fais une formation donc, aussi transversale, puisqu'à l'époque, on avait réuni autour de la table des gens de la voirie, du paysage et de l'assainissement. Et donc, ça a été vraiment le point de départ très important pour inculquer une culture transversale au sein de nos services. La deuxième personne qui a été très intéressante pour moi, c'est Georges Rimbaud, qui était du CT de Nantes, très spécialisé dans les chaussées réservoirs et qui nous a accompagnés en fin de compte dans la formation et même l'expérimentation, je vais dire, donc des chaussées réservoirs sur la ville de Rennes, en ce sens qui nous a permis d'identifier donc sur la Bretagne les carrières locales qui étaient en capacité de nous fournir en fin de compte des granulats qui étaient compatibles avec une structure de voirie. On a de la chance en Bretagne d'avoir de nombreuses carrières et les cailloux ne coûtent pas cher. Donc du coup, ça nous a permis, un, d'identifier les carrières locales et deux, d'établir un catalogue, on va dire, de structures de chaussées en fonction de l'importance et du trafic de voirie afin, en fin de compte, d'avoir tout de suite des structures types à mettre en place donc, pour ces chaussées réservoirs. Après, on a fait des visites techniques avec nos élus et toujours des services techniques transversaux, soit en France, à l'étranger. On a été en Allemagne, puisque les Allemands donc, sont un peu précurseurs donc, sur le domaine. Là, tu as été un peu trop vite. Excuse-moi. Et du coup, on a également été voir Jean-Jacques Hérin, qui s'en souvient, ça fait presque, je pense, plus de 10 ans qu'on est allé donc, voir Jean-Jacques
avec des élus de l'assainissement, de la voirie, des espaces verts et des techniciens pour voir ce qui se faisait à l'époque là-bas, et notamment donc pour voir les fameuses chaussées réserves dont il parlera tout à l'heure. Je ne veux pas te vieillir, mais ça doit faire plus de 20 ans. Hein. Ah bon, déjà, ben, du coup, c'est parce qu'on se croit toujours jeune, Jean-Jacques, c'est pour ça. Donc, acquérir la dynamique et le savoir-faire, donc ça, c'est hyper important. Là, vous avez une photo, donc, qui est notre premier chaussée réservoir, c'est sur la première ligne du métro donc, de Rennes. En fin de compte, ça fait presque 16-17 ans qu'elle a été réalisée. Et Jean-Jacques vient de dire, mais c'est pas bien, mais ça, c'était réalisé par un maître d'ouvrage et il n'y a jamais eu d'entretien donc sur cette chaussée réservoir-là. Elle fonctionne très bien aujourd'hui encore, même si les enrobés commencent à être un peu fatigués. Mais ce qui était intéressant à l'époque sur cette chaussée-là, c'est qu'on a pu voir que c'était un grand parking, il est tout le temps plein, il est overbooké tous les jours. Et il y a vraiment des forces d'arrasement qui sont importantes par les véhicules, mais aujourd'hui, malgré tout ça, donc même pour les très fortes pluies, donc c'est quelque chose qui marche très bien. On peut passer donc sur la diapo suivante. Oui. Alors, cette diapo-là, donc, je pense que c'est une des plus importantes quand on parle des conditions de réussite, c'est la transversalité. Alors, comme je vous l'ai dit, nous, à la ville de Rennes, notre organisation et notre structure nous permet effectivement d'avoir cette transversalité importante, mais c'est pas forcément ça qu'il faut prendre en compte. Il faut vraiment que, quel que soit l'endroit où on soit, il faut vraiment que cette transversalité, elle s'exprime. Alors là, j'ai une petite photo là qui est, on va dire, elle n'a rien de particulier. C'est une grande noue de stockage qui a été réalisée dans une ZAC qui se trouve autour de Rennes à Champy. Vous voyez qu'elle a une fonction paysagère, qu'elle a une fonction de lien social avec les petits bancs en granit qui sont établis. Puis on a des cheminements de piétonniers, puis tout juste à côté, donc les fameux bâtiments. Tout ça pour dire que c'est un travail de soutien à faire entre les différents intervenants, que ce soit les architectes, les écologues, maîtres d'œuvre, urbanistes, paysagistes, les hydrologues. Et vous pouvez voir que les gestionnaires exploitants, comme tu l'as dit Anthony tout à l'heure, c'est un point très important qu'il faut intégrer aujourd'hui. Et puis j'ai rajouté ça, il y a, en bas, vous voyez, j'ai un projet pour ma ville. C'est que depuis 4 ans sur la ville de Rennes, on a une démarche participative et les citoyens sont vraiment intégrés dans la conception des projets. Tout ça pour dire que, en fin de compte, le citoyen a beaucoup de choses à dire sur nos aménagements. Et ça veut dire qu'on a un nombre d'acteurs qui est très important et organisé en termes de gouvernance des projets. Et c'est vraiment ça qui est la clé de réussite, à mon avis, des techniques alternatives. C'est vraiment la clé principale. On va pouvoir passer donc à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors là, on parle des conditions de réussite et sur l'accompagnement des acteurs de l'aménagement. Donc, c'est important de sensibiliser, d'assister les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient internes ou externes donc, à la ville de Rennes. Donc, on a élaboré plusieurs guides. On a fait pas mal de supports de communication. On a fait un cahier des prescriptions espace public dans lequel on retrouve tout ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure sur la conception des chaussées réservoirs, avec les structures de chaussées réservoirs, etc. Et puis, on a aussi accompagné donc, tous les pétitionnaires de permis de construire, puisqu'en fin de compte, que ce soit un petit ou un grand permis, on a besoin effectivement d'accompagner les pétitionnaires. Et ça s'est traduit donc, dans les années 2002 avec une charte, en fin de compte, entre l'Ordre des architectes de la Bretagne et la Chambre des promoteurs de construction, pour qu'effectivement la ville de Rennes, en amont des permis de construire, accompagne les pétitionnaires et leur permette de choisir, en fin de compte, la technique qui leur semblait la plus adaptée par rapport au contexte et à l'environnement de leur projet. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, on arrive sur le rôle clé du maître d'ouvrage concernant la gouvernance des projets. Ça commence déjà par un cahier des charges qui précise bien quels sont les objectifs et les enjeux à atteindre sur les volets qualitatifs, quantitatifs pour les eaux pluviales, mais c'est aussi le volet paysagiste et écologiste. Et c'est aussi les usages souhaités pour l'aménagement. Bien entendu, on vient y regrouper les contraintes et les gestions d'exploitation. Donc, ce qui semble important, c'est qu'au sein de cette équipe-là, qui va travailler sur le projet, on puisse retrouver toutes ces compétences-là. Nous, on a accusé quelques couacs au départ, donc sur notre schéma d'organisation en mode projet, c'est que parfois, celui qui faisait le dossier loi sur l'eau n'était pas intégré dans l'équipe projet ZAC urbaniste. Et on a souvent constaté beaucoup de décalage entre ce qui était prescrit en théorie et ce qui se faisait en manière opérationnelle, tout simplement parce qu'une ZAC
ça évolue dans le temps et dans l'espace qu'il faut réactualiser en permanence en fin de compte le dossier loi sur l'eau. Et quand on n'avait pas la même personne qui faisait le dossier loi sur l'eau, les prescriptions, les calculs des mesures compensatoires, on a eu quelques couacs. Donc du coup, on vient d'adopter récemment qu'effectivement, la personne qui fait le dossier loi sur l'eau est aussi la personne qui va faire la conception hydraulique et qui est intégrée en fin de compte à l'ensemble de l'équipe projet. Ça, c'est vraiment très important. Alors là, vous voyez, donc, c'est une photo. C'est les plages qu'on appelle urbaines de Rennes. C'est un grand parc qu'on a réalisé, nous, en maîtrise d'œuvre. C'était une zone qui était protégée contre les crues, donc il y a 7-8 ans. En fin de compte, on a supprimé cette protection contre les crues. Ça a redonné un champ d'expansion donc à la Vilaine pour des crues exceptionnelles. On en a fait un parc avec des usages multiples. Alors, c'était compliqué comme opération parce que c'est une zone polluée, zone inondable, et avec beaucoup d'ouvrages à réaliser, donc en ponton, etc. Mais c'est une opération qui est très réussie, qui est très plébiscitée par les élus et par les citoyens rennais parce que c'est à l'usage multiple, ludique et cadre de vie. On peut passer donc à la diapo suivante, s'il te plaît, Anthony. Alors, si on fait donc un petit bilan sur Rennes, donc de ces techniques-là, on s'aperçoit que c'est favorable à l'économie de projet, bien qu'au départ, on avait toujours dit que ça va coûter beaucoup plus cher. Le fait d'avoir fait nous-mêmes expérimenter ces opérations-là, ça nous a permis de démontrer aujourd'hui que c'est une économie de projet, que pour certaines techniques, soit les noues ou les chaussées réservoirs, ça peut participer à la dépollution, que ça favorise l'intégration de l'eau de la ville, le développement de la biodiversité, l'amélioration du cadre de vie, et surtout, ça sensibilise aussi le citoyen donc, sur le cycle court de l'eau. En fin de compte, tout ça, quand on ajoute tous ces intérêts-là, c'est une réponse au développement durable. Et aujourd'hui, quelles que soient les villes, aujourd'hui, tous les programmes politiques qui ont pu sortir ces derniers temps, c'est vraiment une demande citoyenne et politique qui est formulée un peu partout. Donc là, vous voyez, donc c'est l'îlot de l'octroi qui se trouve en centre-ville. En fin de compte, on vient de réinstaurer de nouvelles plages urbaines avec une guinguette en bord de l'eau. Et derrière, vous voyez donc des opérations immobilières qui intègrent des toitures terrasses paysagères donc, en complément donc, de l'aménagement des espaces publics. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, si on fait le bilan de ces expériences-là, nous, sur Rennes, c'est un schéma directeur tous les 10 ans. C'est la prise en compte de contraintes réglementaires et financières de plus en plus élevées. C'est une gouvernance de projet de plus en plus complexe. Une nécessaire transversalité opérée entre les services au stade préopérationnel ou opérationnel. Une exigence d'expertise de plus en plus pointue qui appelle au développement de partenariats. Alors, quand on additionne tout ça, ça veut dire qu'il faut bien intégrer le facteur temps dans l'élaboration et la révision des schémas directeurs. C'est bien réfléchir au management de projet au regard de l'organisation de la collectivité ou de l'équipe d'urbanistes paysagiste. Puis c'est étudier la prospective, la mise en place d'un observatoire qui va associer l'ensemble des acteurs du cycle de l'eau. On peut passer à la diapo suivante. Quelques points de vigilance donc avant de passer à l'extrapolation de la métropole. Quand on fait tous ces aménagements-là, bien entendu, il faut essayer de bancariser toutes ces données-là. Il faut garder la mémoire et le rôle hydraulique. Donc là, on parle de gestion patrimoniale adaptée, c'est la géocartographie. Moi, ça fait longtemps que je milite pour ça. On n'est pas encore rendu donc, sur la métropole à avoir systématiquement la géocartographie des mesures compensatoires qu'on peut faire sur l'espace public ou l'espace privé. Mais on peut penser qu'avec la numérisation des permis de construire qui va arriver et le développement donc, de tous les applicatifs sur les SIG, c'est quelque chose qu'on arrivera à mettre en place assez rapidement. Je pense que c'est important pour avoir la mémoire, mais aussi pour bâtir des indicateurs sur l'évolution de la perméabilité de la ville. La complexité aussi, nous, c'est d'allier l'intensité urbaine et la consommation d'espace par les techniques alternatives. Il faut toujours faire une recherche de compromis en fonction des projets. Il faut inventer un mode de contrôle public sans nécessairement une propriété publique. Ça, c'est pour la maîtrise des coûts de gestion. Et puis, c'est la nécessité d'agir en parfait accord avec les communes, puisque je vous ai dit tout à l'heure, la compétence espace vert reste de la compétence des communes. Donc, on a toujours un compromis donc, à gérer donc, avec les communes sur ce volet-là. On peut passer à la diapo suivante. Donc, quand on parle donc, de l'extrapolation donc, à la métropole,
eh bien entendu, on est reparti sur les bases qui nous semblaient importantes de l'expérience de Rennes. Donc en 2016, donc, avec l'agence de l'eau, donc Olivier, donc, il est à la conférence et nous écoute. Donc je le remercie d'avoir, avec Gwen Destos, puisqu'on était tous les deux à faire les visites, on a eu un gros succès donc, sur le Grand Ouest pour faire des visites soit sur Rennes, soit à l'extérieur de Rennes, au Péri-Urbain, avec des élus donc, de toute la Bretagne, qui ont permis en fin de compte de sensibiliser donc, les élus sur l'intérêt des techniques alternatives et de la gestion intégrée des eaux pluviales, comme j'ai pu vous préciser. Donc ça, c'est vraiment la première phase qui nous semblait importante, sensibiliser les élus de la métropole. On peut passer donc à la deuxième diapo. C'est aussi, bien entendu, à partir de ça, de réfléchir à la création d'un zonage pluvial donc, à l'échelle de la métropole, qui soit en compatibilité avec le SDAGE, le SAGE, le SCOT. Donc, on avait une échéance qu'on s'est fixée en PLU 8 de 2019. On l'a réussi puisque c'est en place depuis donc, fin 2019, avec les orientations de gestion à la parcelle avec infiltration, suivant les niveaux de service, de débit de fuite et des méthodes de calcul. Ici aussi, un zonage de ruissellement qui permet de préserver donc, des espaces de ruissellement pour les pluies exceptionnelles. Donc, je ne reviendrai pas donc, sur les niveaux de service parce que je pense qu'il y en a d'autres qui en parleront après moi. Et disons qu'en fin de compte, vous les retrouvez donc, sur ce petit graphique qui se trouve donc, sur cette diapo. Ça s'est traduit donc, alors, je pense que ça s'est traduit donc en fin de compte par ce résultat-là. Donc, comme j'ai pu le dire en amont, donc la ville de Rennes, donc pour dimensionner donc ces mesures compensatoires, n'a pas choisi donc la méthode des pluies qui est assez traditionnelle. On est parti sur la méthode des volumes, tout simplement parce qu'on a considéré que dans la méthode des volumes, le bassin n'est pas forcément vide quand la deuxième pluie arrive. Et donc, c'est un dimensionnement qui est le plus pénalisant par rapport à la méthode des pluies. Là-dessus, on est parti avec un bureau d'études local très spécialisé, que M. Desbordes connaît bien, donc c'est Patrick Savary. Et en fin de compte, on a acquis 50 années de pluie météo donc, sur la station météo à Saint-Jacques. Et en fin de compte, on a décliné en fin de compte tout un tas de calculs et d'applicatifs pour aboutir à cette prescription qu'on trouve aujourd'hui donc dans le diffus sur les permis de construire classiques, à savoir que sur on va dire la métropole de Rennes, on a 175 jours de pluie par an, et qu'en fin de compte, on a décidé d'infiltrer, puisque c'était notre base d'infiltration à la parcelle, 90% des pluies, c'est 10 mm par jour. Et en fin de compte, on arrive sur des calculs très simples à dire en fin de compte que c'est 10 litres par mètre carré imperméabilisé qu'on va pouvoir infiltrer pour les petites pluies. Alors cette infiltration, elle est basée sur une cartographie qu'on a élaborée avec le Bergem à l'échelle de la métropole en 2017 et 2018 et qui précise les endroits où on peut infiltrer, où on ne peut pas infiltrer. Et puis sur, en fin de compte, les pluies plus conséquentes, le niveau de protection va jusqu'à 30 ans. Et en fin de compte, comme le disait tout à l'heure Anthony, le deuxième étage de la baignoire, c'est un deuxième stockage régulé avec une pluie qui est régulée à 20 litres par seconde et par hectare. Alors vous voyez qu'on arrive à 28 litres par mètre carré imperméabilisé, sachant que là-dessus, on s'est donné 1/10 de la surface imperméabilisée donc pour l'infiltration, et que nous, à Rennes, en Bretagne, on n'a pas des sols perméables. Et dans nos calculs, on va dire qu'on est à 0,5 10-7 mètres par seconde. Donc, je laisserai Jean-Jacques tout à l'heure poursuivre donc, sur ce niveau de perméabilité qui n'est pas exceptionnel, mais qui nous permet quand même de faire des choses intéressantes. Et puis après, donc, pour des pluies beaucoup plus importantes, on a des surverses sur le domaine public, mais là, de toute façon, dès qu'on est sur des pluies qui sont supérieures, là, on laisse faire la louve son parcours classique. On peut passer donc à la diapo suivante. Oui. Donc, accompagner les acteurs de la conception, de la réalisation, c'est ce que vous avez dit donc, sur l'expérience rennaise. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on sort de Rennes, hormis des bureaux d'études comme Gwenel, etc., mais ils ne sont pas encore très légion, on a quand même un gros besoin de formation en approche systémique sur l'hydrologie, que ce soit quantitative ou qualitative. Et ça concerne la plupart des intervenants qui sont impliqués dans les phases de conception, comme les services de l'État aussi, ou les instructeurs des dossiers de loi santé. On a aussi un gros besoin de formation des entreprises de travaux publics,
Parce que quand on parle des techniques alternatives, là, on a parlé beaucoup de calcul, de dimensionnement, de techniques, mais à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui les réalisent. Et là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un gros travail de formation à faire auprès des entreprises de travaux publics, notamment celles qui font des tuyaux d'assainissement classiques, puisque là, ça ne s'improvise pas de faire une eau paysagère ou de faire des dépressions qui sont des fois avec une altimétrie très précise. Donc là, on a vraiment un travail important à faire aussi avec les entreprises. Et puis, en termes de conseils d'expertise, Anthony en a parlé tout à l'heure, l'infiltration, même si on sait aujourd'hui ce que c'est l'infiltration, on a du mal à comprendre effectivement comment ça se passe dans le temps et dans l'espace. Et donc, du coup, on est en train de réfléchir avec les chercheurs donc, à asseoir nos recommandations techniques sur une démonstration scientifique. Et en fin de compte, on travaille en ce moment donc, avec des chercheurs sur le sujet. Et le deuxième point donc, que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, à l'échelle de la métropole, l'instruction des permis de construire, c'est quand même quelque chose qui est très important. J'avais alerté, moi, sur l'expérience de la ville de Rennes, que quand on fait une inspection des permis de construire, c'est important, un, de pouvoir accompagner les pétitionnaires, et deux, de pouvoir suivre ce qui est réalisé donc, au niveau du terrain, parce que parfois, on s'aperçoit qu'entre les prescriptions des permis de construire et ce qui se passe dans la réalité, il y a des désaccords. Donc, du coup, vous connaissez les contraintes budgétaires qui pèsent aujourd'hui sur les collectivités locales pour créer des emplois. Donc là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et donc, on n'a pas réussi donc, à convaincre les élus pour embaucher des personnes supplémentaires. Et donc, sur cet aspect-là, on va s'orienter donc, vers, on va dire, une espèce d'architecte de conseil donc, dans le cadre d'un accord cadre qu'on va lancer donc, prochainement, qui sera chargé donc, d'accompagner les pétitionnaires de permis de construire pour les conseiller sur le dimensionnement et les solutions les plus adaptées. D'accord. Merci, Adrien. Et là, on arrive donc sur la dernière diapo. Bon, vous savez qu'en France, on a parlé beaucoup de l'ADOPTA, on a beaucoup parlé du grès. On est allé au grès, Élodie s'en souvient, il y a, je crois que peut-être me tromper, mais ça fait 4-5 ans qu'on est allé au grès avec des élus et nos directeurs donc, de la métropole, afin, en fin de compte, d'initier, de voir l'intérêt de créer, de capitaliser, diffuser, de sensibiliser donc, dans le domaine de l'eau, sur la base, en fin de compte, de ce qui pouvait se faire aujourd'hui au niveau du grès. Et en fin de compte, on s'est engagé dans une étude là, depuis 2 ans, dans le partenariat avec Brest Métropole, l'Agence de l'eau, l'Agrocampus de Rennes et le CRECEB. Le CRECEB étant un centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau en Bretagne. L'idée étant de voir si effectivement on peut créer une chaîne entre l'ensemble des acteurs, entre la recherche opérationnelle, les collectivités locales, la société civile, des bureaux d'études, des entreprises. L'idée étant de faire effectivement donc une mutualisation et un transfert de toutes ces compétences-là à l'échelle du Grand Ouest. Donc aujourd'hui, on a Marion qui doit nous écouter aujourd'hui, qui est chargée de mission donc, pour réaliser donc, cette étude-là. Elle devrait se terminer donc, à la fin de l'année. On a un petit retard à cause des problématiques que vous connaissez en ce moment. Et en fin de compte, c'est un rendu qu'on va faire donc, de cette étude-là au prochain Carrefour de l'eau. Et donc, je vous invite à venir voir, donc, en fin de compte, la restitution. L'idée étant de dire que si effectivement on va dans ce sens-là, on fera donc un petit peu ce que fait le grès aujourd'hui à l'échelle du Grand Ouest. Et donc, dans l'espoir effectivement de développer vraiment plein de choses qui intéressent la problématique du contexte breton. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près respecté le timing. C'est un peu court, mais merci de votre attention.